Chers étudiantes et étudiants, nous sommes maintenant à la leçon numéro 12, toujours du module mathématiques 1, et nous sommes intéressés maintenant par ce que l'on appelle mathématiquement les comparaisons locales. Alors, vous avez remarqué que durant plusieurs leçons, j'ai utilisé le mot local. Ça signifie qu'on s'intéresse toujours au voisinage d'un certain point. Ce ne sont pas des notions dans leur globalité, comme on a vu par exemple pour les extrémums ou pour d'autres notions. Ce sont des notions tout à fait locales, c'est-à-dire au voisinage d'un point. Donc il faut faire très attention. Ici, c'est toujours au voisinage d'un point. Alors, ce que l'on va voir, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que cette histoire de comparaison locale, qu'est-ce que c'est que cette localité, qu'est-ce que c'est que cette comparaison. On va voir les définitions de f égale. Alors, faites attention à la notation. Ici, c'est un petit o, ici, c'est un grand o. Alors, je dois le dire dès maintenant, petit o et grand o sont appelés les notations de Landau. Donc, rappelez-vous, notation de Landau. Donc, il y a un petit o, il y a un grand o. Par exemple, petit o de f, il y a un grand o de f. Et à chaque fois, j'aurai besoin d'en parler, je dirai toujours petit o et grand o. Donc, ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu les relations, les propriétés de ces relations de petit o et de grand o. Propriété des équivalents, nous allons introduire une notion qui s'appelle l'équivalence de fonctions, mais c'est une équivalence qui est toujours locale. Et maintenant, après, on va passer aux comparaisons usuelles. Alors, qu'est-ce que c'est que comparaison usuelle? On va utiliser les fonctions usuelles que nous connaissons, que vous connaissez déjà, sur lesquelles on va avoir un certain nombre d'informations, vu ces comparaisons locales. Alors, tout d'abord, passons aux définitions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction dominée par une autre? On prend deux fonctions f et g, deux applications d'un certain intervalle dans R. On dira que la fonction f est dominée par g au voisinage du point A, ou parfois on dit dominée par g en A, si il existe un réel positif ou nul m, tel que, au voisinage de petit a, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m g de x. Alors, ce que l'on peut écrire, autrement, il existe un delta positif, quel que soit x appartenant à i inter a moins delta a plus delta, valeur absolue de f de x est majorée par grand M g de x. Alors, bien sûr, on a supposé d'avance que g est une fonction positive pour qu'on puisse faire ceci. Donc, vous voyez ici, ça c'est la localité. Je prends dans un voisinage de petit a, et bien sûr, il faudrait quand même que x soit dans l'ensemble de définition de la fonction, c'est-à-dire dans grand I. Qu'est-ce que c'est que cette relation de domination? C'est f de x est majoré par grand M fois g de x, localement, au voisinage de petit a. Comment on note dans ce cas-là? Cette notation, ça va être f égale, ici c'est un grand O, attention, dire f est dominé par g au voisinage de A. Et vous voyez un petit peu la notation, f égale un grand O de g, où si on a peur de confondre des relations de domination au voisinage de plusieurs points différents, on écrit petit a. Mais généralement, on ne l'écrit pas. Donc, c'est-à-dire, généralement, par des changements de variables, on se ramènera toujours, par exemple, à 0. Et donc, on essaiera d'oublier petit a. Mais pour nous, pour l'instant, grand O de G, grand O en petit a de G. Alors maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est que notion de fonction négligeable devant une autre. On dira que f et g, qui sont deux applications de I dans R,
on dira que f est négligeable devant g au voisinage de petit a ou encore en a, de la même manière, si, pour tout epsilon, l'inégalité f de x inférieur ou égal à epsilon g de x est vraie dans un voisinage de a. Autrement, on va écrire, quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif. Attention, vous avez ici le quantificateur, quel que soit, vous avez le il existe. Donc, normalement, le delta qui est écrit ici doit a priori dépendre de epsilon. C'est-à-dire, si je change de epsilon, la taille le voisinage peut-être change. Tel que, quel que soit x, appartient à i inter a moins delta a plus delta, on a f de x est majoré par epsilon g de x, et on n'a pas besoin, si vous voulez, ici que g soit positif, puisqu'on l'a prise avec un valeur absolue. Attention, c'est-à-dire, si on veut comparer avec le grand taux, ici, il n'y a pas d'epsilon. C'est un seul m pour tous. Donc, si vous voulez, il existe un delta avec ici un grand m. Ici, en fait, je peux prendre n'importe quel epsilon, et généralement, en mathématiques, quand on fait des notations avec epsilon, c'est qu'on choisit epsilon très, très, très petit. Donc, vous voyez, f de x est inférieur à un nombre qui est très, très petit d'avance, choisi d'avance, fois g de x. Vous voyez, c'est pour ça que l'on parle de négligent. Donc, on va, dans ce cas-là, faire la définition du petit taux. Donc, attention, ici, f égale un petit taux de g. Et bien sûr, comme tout à l'heure, parfois on note petit taux, hein, vous voyez, parfois on note petit taux en a. Alors, généralement, on ne note pas ça parce que ça alourdit l'écriture, et puis parce que par changement de variable, tout ce qui se passe par en a, on peut le ramener en 0. Fonction équivalente à une autre. Maintenant, on dira que f est équivalente à g toujours au voisinage de petit a ou en a, si et seulement si f moins g est négligeable devant g au voisinage de a. Donc, la notation d'équivalence ici, c'est comme ça. Alors, si on craint d'oublier, je vais écrire ici petit a, si et seulement si f moins g est égal à petit taux de g, évidemment, en a. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que f et g équivalentes au voisinage de a, si seulement si f moins g est négligeable devant g. Alors, on montre aussi que, d'abord, que cette notion d'équivalence fournit une vraie relation d'équivalence, et donc qu'il y a une notion de symétrie, que f équivaut à g, c'est la même chose que g équivaut à f, et qu'en fait, dans la définition, on aurait pu écrire f moins g est négligeable devant f. C'est exactement pareil, parce qu'on peut facilement montrer que si f moins g est négligeable devant g, f moins g va être aussi négligeable devant f. Ce qui assurera la symétrie de cette relation, enfin de cette opération qui s'appelle équivalence. Donc, notez. Maintenant, définition équivalente. Alors, une chose qui est très importante, c'est qu'on ne va pas s'amuser à chaque fois d'aller chercher un grand M. Hein, vous voyez, on ne va pas s'amuser à chaque fois d'écrire quel que soit epsilon, il existe delta avec ceci. Hein. Donc, on a besoin d'autres définitions, bon, équivalentes. Alors, mais on suppose que G ne s'annule pas au voisinage de petit a. C'est très important. Si maintenant G s'annule au voisinage de petit a, il y a d'autres techniques pour se ramener à une fonction qui n'est pas négligeable, enfin, qui n'est pas nulle. Bon, peut-être en A, mais pas au voisinage. F est dominé par G au voisinage de A. Donc dire F égale un grand taux de G, cela se ramène à dire
que f sur g en module est borné dans un voisinage de petit a. Donc, maintenant, au lieu de chercher le grand M, essayer de faire des manipulations qui peuvent être parfois difficiles, je n'ai qu'à prendre le rapport petit f sur petit g et montrer que cette quantité-là reste bornée au voisinage de petit a. Ceci me permettra de dire, de montrer, s'il le faut, que f est dominé par g ou encore que f égale à grand O de g par les notations de Londres. Donc vous voyez, ici grand O, ça revient à dire ça. Dire que f est négligeable devant petit g, cela se ramène à dire que f sur g tend vers 0 en A. Donc f égale à petit O de g, c'est que f sur g tend vers 0 en A. Donc là, on a cette notion de limite qui est très importante. On est plus habitué à calculer des limites que faire des manipulations du type quel que soit epsilon, il existe. On préfère toujours faire un calcul de limite que... Pardon, ici je me suis trompé, c'est 1. M'excuse. D'accord? Donc, f équivalente à g au voisinage de A, si seulement si f sur g tend vers 1, quand x tend vers A. Maintenant, on va passer, comme toujours, à chaque fois qu'on présente une notion nouvelle, on essaie un petit peu de voir quelles en sont les propriétés. Alors, propriété des relations f égale petit o de g et f égale à grand O de g. Maintenant, ces relations, on va les commencer par, ces propriétés, on va les commencer par les fonctions dominées par 1 ou négligeables devant 1. Alors, on dira que f est un grand O de 1, si seulement si, en fait, f est borné au voisinage de 1. Donc, en fait, tout ça ramène à diviser f par 1, et donc dire que f est un grand O de 1, ça se ramène à dire que f est borné au voisinage de petit a. De même, f égale à petit O de 1, ça se ramène à dire tout simplement que limite de a et de f en a est 0. Donc, on va dire f égale grand O de 1 équivaut f borné au voisinage de petit a. Dire que f égale à petit O de 1 équivaut à dire que f de x tend vers 0 quand x tend vers a. Donc c'est parmi les premières propriétés qu'on puisse avoir, c'est faire la comparaison avec des fonctions constantes. Alors les fonctions constantes, elles sont en fait modélisées par 1. Ensuite, propriété de transitivité, si f égale à un petit O de g, alors f est un grand O de g. Attention, f est un grand O de g n'entraîne pas nécessairement que f est un petit O de g. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que si f sur g tend vers 0, alors ici admet une limite, alors f sur g est borné au voisinage de A. Donc vous voyez, on a uniquement une implication, il n'y a pas une équivalence. Donc cette écriture f égale petit O de g implique f égale un grand O de g. Alors j'essaie un petit peu de bien expliciter les petits O et les grands O pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion. Alors, si maintenant f est un grand O de g et g un grand O de h, f va être un grand O de h. Alors c'est facile à voir. Vous prenez f que vous divisez par g, c'est borné. Vous prenez g que vous divisez par h, c'est borné. Vous faites la multiplication de f sur g par g sur h, vous obtenez f sur h, et on sait que le produit de fonctions bornées est une fonction bornée. Donc, il est tout à fait clair que f est un grand O de h. Maintenant, si f est un petit O de g, et g est un grand O de h, alors on a tout simplement ou. Donc, vous voyez,
F est un grand O de G et G un petit O de H. Donc, vous voyez, ici j'ai F un petit O et G un grand O. Ou F un grand O et G un petit O. De toutes les manières, par transitivité, on obtiendra un petit O. Donc, vous voyez, on a F est un petit O de H. Puisque finalement, dans le produit, on va produire l'un des deux rapports est borné, l'autre rapport tend vers 0. On sait déjà que quand on multiplie quelque chose de borné par quelque chose qui tend vers 0, bon, bah, ça tend nécessairement vers 0. Alors maintenant, somme de fonctions dominées ou négligeables devant une autre. On a F qui est un grand O de H et G est égal à un grand O de H. Alors F plus G est aussi égal à un grand O de H. Et pour tout alpha réel, alpha F est aussi un grand O de H. Alors, remarquez ici, vous voyez, le fait de multiplier par une constante ne change en rien la comparaison. Donc, c'est pour ça que, quand on fera les comparaisons, quand on parlera de grand O ou de petit O, il n'est pas utile de s'encombrer avec les constantes alpha, 2, 3, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la somme de fonctions dominées par H est une fonction dominée par H. La même chose ici, si f est un petit O de H, ici G est un petit O de H, alors la somme va être aussi un petit O de H, et pour tout réel alpha, alpha f est aussi un petit O de H. Dans le cas du petit O, notation de Landau, il n'est pas utile de s'encombrer avec les constantes, puis de toutes les manières, ça ne change pas. Multiplier par une constante ne change en rien la comparaison. Maintenant, si f est un grand O de H, et si G est un grand O de K, alors le produit FG va être un grand O de HK. Alors c'est très simple à voir. Vous faites le rapport F sur H, il est borné. Vous faites le rapport G sur K, il est borné. Donc, produit de deux rapports bornés, FG sur HK va être aussi borné. Donc, FG va être un grand O de HK. De même, F est petit O de H, G un grand O de K, alors FG est un petit O. Pourquoi? F sur H tend vers 0, G sur K borné. On sait que le produit d'une quantité bornée par une quantité qui tend vers 0 va tendre vers 0. Donc FG va être un petit O. Donc vous voyez ici un petit O, ici un grand O. On obtient enfin un petit O. Si F est un petit O de H, ici alpha est positif, F à la puissance alpha va être un petit O de H à la puissance alpha. Ça signifie que cette relation de comparaison est compatible avec les puissances. Alors, si alpha n'est pas entier, on supposera en plus que F et H sont positives. Pourquoi? Pour qu'on puisse tout simplement définir qu'est-ce que c'est que F à la puissance, un nombre non entier. Donc, ici, alors généralement, nous, on s'intéressera aux fonctions positives, mais si maintenant, si maintenant on a des fonctions qui ne sont pas positives, il faudrait quand même prendre des puissances entières. Propriété des équivalents. Alors, de même, maintenant, on a fait les propriétés relatives aux dominations, aux négligences, c'est-à-dire le grand O et les petits O. On va passer maintenant à voir un certain nombre de propriétés relatives à la relation de l'équivalence. Si F est équivalent à G, ici G est un grand O de K, grand F va être un grand O de K. Ça signifie que le fait que F soit équivalent à G, ce qui compte pour G va être la même chose pour F. Vous voyez? Ou encore on dira que F va hériter des mêmes propriétés que G par cette relation d'équivalence. Alors, de même, si G est un petit O de K, alors F est un petit O de K. Si F est équivalent à G, si G est équivalent à H, alors F est équivalent à H. Bon, la preuve va être très facile. Vous faites le rapport F sur G, il tend vers 1. Vous faites le rapport G sur H, vous voyez, il tend vers 1. Vous faites le rapport, donc, F sur G, que vous multipliez par G sur F. Donc, vous voyez, ici, bon, moi, juste pour illustrer, vous êtes F équivaut à G et G équivaut à H. Ça signifie que F sur G tend vers 1. Ça signifie que G sur H tend vers 1.
vous faites le produit f sur g fois g sur h, va lui-même tendre vers 1. Donc, vous voyez que g ici, g se simplifie, il reste f sur h tend vers 1, et donc f est équivalent à h. Donc vous voyez, la démonstration de ce genre de propriété n'est pas très compliquée en fait. Hein. Donc on obtient f équivaut à h. Conservation de signe, c'est très important. Si f est équivalent à g, alors f et g gardent le même signe au voisinage de A. Ça, c'est une propriété qui est très importante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on a des fonctions qui sont compliquées, dont on veut étudier le signe, bien sûr, localement au voisinage d'un petit a. On essaie de chercher une fonction plus simple, mais qui est en même temps équivalente. Elle est plus simple. Donc, on peut étudier son signe, mais en même temps, il est équivalent à f, ce qui entraîne donc que f va avoir le même signe que g, bien sûr, au voisinage de A. Donc, ici, c'est très important, la conservation de signe. Donc, si f est positive au voisinage de A, g aussi est positif au voisinage de A. Si f est négative au voisinage de A, g est négatif au voisinage de A. Et bien sûr, si f change de signe au voisinage de A, g aussi va, de la même manière, changer de signe dans le même sens au voisinage de petit a. Conservation de la limite. Donc vous voyez un petit peu, cette notion d'équivalence, elle a plusieurs propriétés, dont on voit ici c'est la conservation de la limite. Alors, vous avez f qui est équivalent à g. Vous savez déjà, par une manière ou d'une autre, que la limite de g de x égale à L. Alors, nécessairement, limite de f de x au voisinage de A va être égale à L. Alors ici, L est un élément de la droite numérique achevée, c'est-à-dire ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, mais ça peut être aussi un nombre réel. Donc c'est ce que l'on appelle conservation de la limite. Alors ceci est aussi utile quand on aura des fonctions assez compliquées, je dirais assez compliquées, dont on a envie de chercher la limite. Qu'est-ce qu'on fait? Par un travail d'équivalence, on simplifie cette fonction, on se ramène à une fonction qui est plus simple, dont on peut facilement, je dirais entre parenthèses facilement, parce qu'il faut le faire, g de x, on peut facilement trouver sa limite, et on en déduit tout simplement que la limite de f de x, c'est exactement la même chose que la limite, que celle de g. Réciproquement, si limite de g de x égale limite de f de x égale à L, avec L réel non nul, alors f est équivalent à g. Ça, si vous voulez, c'est très simple à voir. Vous voyez, limite de f en A égale à L, limite en A de g égale à L, L non nul. Alors si on prend donc limite de f sur g, on est maintenant en devant de quoi? On est en devant, alors rappelez-vous ici que je note réel. Ça signifie que je n'ai ni l'infini sur l'infini, je n'ai ni 0 sur 0. Donc j'ai un nombre réel sur un nombre réel. Donc vous voyez L sur L, donc ça va être égal à 1. Donc f équivaut à g. Donc c'est une autre manière de voir que deux fonctions sont équivalentes, c'est quand elles ont la même limite réelle non nulle au voisinage de petit a. Équivalence pour un produit, si f1 est équivalent à f2 et g1 équivalent à g2, alors f1 g1 est équivalent à f2 g2, donc la démonstration c'est très très simple. Si de plus, on suppose que g1 et g2 ne s'annulent pas dans un voisinage, peut-être elles pourraient s'annuler en A, mais surtout pas dans le voisinage. Donc f1 équivalent à f2, g1 équivalent à g2, alors f1 sur g1 va être équivalent à f2 sur g2. Donc, ici maintenant, puissance d'équivalent, si f est équivalent à g, quel que soit alpha, f à la puissance alpha est équivalent à g à la puissance alpha, et dans le cas où alpha n'est pas entier,
on doit supposer que f et g sont positives pour qu'on puisse... Alors, ici, cette condition n'est pas une condition relative aux équivalents, mais c'est relative à la fonction puissance. Parce que quand on a alpha réel quelconque, pour qu'on puisse définir cette notion de f alpha, il faudrait donc quand même que f soit positif. Donc, attention, cette condition n'est pas relative aux équivalences, elle est uniquement relative à la fonction puissance. Donc, f équivaut à g, f à la puissance alpha équivaut à g à la puissance alpha. Bien sûr, si alpha est dans n, n'est pas dans n, on suppose que f et g sont positifs. Alors, en particulier, vous voyez, f équivaut à g, 1 sur f va être équivaut à 1 sur g. Alors, 1 sur f équivaut à 1 sur g est très simple, parce que vous avez f sur g qui tend vers 1, donc g sur f tend vers 1, et g sur f, comment on peut l'écrire? Cette notation-là va être 1 sur f sur 1 sur g, qui tend vers 1. Donc on aura 1 sur f qui est équivalente à 1 sur g. Alors, maintenant, équivalent avec les sommes. Alors attention, f1 équivalent à f2 et g1 équivalent à g2. On n'a pas en général f1 plus g1 est équivalent à f2 plus g2. Pourquoi? Pour la plus simple raison qu'on risque d'avoir quelque chose de nul. Tout simplement. Quand est-ce qu'on a le droit de le faire? Tant que la quantité f2 plus g2 n'est pas nulle, ou f1 plus g1 n'est pas nul, on a le droit de le faire. Mais si par hasard, le f2 plus g2 s'annule, on n'a plus le droit d'écrire cette équivalence. Alors, tout simplement, on n'a pas le droit de dire équivalent à 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de dire f sur 0 tend vers 1. Vous voyez, cette notation-là est hors de question, et donc, on n'a pas le droit de dire équivalent à 0. Or, quand je prendrai la somme, on risque d'obtenir 0. Cependant, si f est équivalent à h, et g est un petit de f, f plus g va être toujours équivalent à h. Ça signifie, on ajoute quelque chose de négligeable devant f, on ne change pas l'équivalence. Donc, f est équivalent à h, vous voyez, ça c'est f, ça c'est h, et g négligeable devant f, donc en ajoutant quelque chose qui est négligeable devant f, on ne change pas le sens de les équivalences. Plus simplement, g égale petit de f, f plus g est équivalent toujours à f. Donc, en ajoutant un petit de f, on ne change pas l'équivalence. Généralement, si f2, f3, fn sont tous négligeables devant f1, la somme j'ajoute f1, vous voyez, je lui ajoute tout ce qui est négligeable devant f1, ben ça restera toujours équivalent à f1. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors maintenant, on va passer aux bijections. Je prends phi, une application d'un intervalle j dans un intervalle i, qui tend vers a quand x tend vers b dans j. Donc vous voyez, si f est dominé par g en a, f rang phi va être dominé par g rang phi en b. Donc ceci me permet de faire quoi? Les équivalents que j'avais dans un voisinage de petit a dans i, je les passe à un voisinage de petit b dans j. Mais alors, c'est quoi petit b? C'est justement la limite de phi en x tend vers a. Si f est négligeable devant g en a, f rang phi est négligeable devant g rang f, phi en b. Si f et g sont équivalentes en a, f rang phi et g rang phi sont équivalentes, attention, en b. Parce que maintenant, tout ce qui se passe pour f et g, en a se transfère par changement de variable en b dans j. Donc, si vous voulez, ce sont, je dirais, des propositions qui sont faciles à démontrer. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes. On va voir ce qu'on appelle les comparaisons usuelles. Et là, on va s'attarder un tout petit peu. Alors, exponentielle, puissance et logarithme.
Alors, vous avez ici, on sait que limite, alors en plus l'infini, x à la puissance bêta exponentielle moins alpha x. Alors, bien sûr, je suppose que alpha est positif, que bêta est positif, que gamma est positif. Je prends x à la puissance bêta exponentielle moins alpha x, donc tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Hein? Donc, cela signifie quoi, en fait? Cette écriture, vous voyez ici, x à la puissance b, on dira, ce sont des puissances de x. Bêta est fixé. D'accord? Ici, c'est une exponentielle en x. Alpha, si vous voulez, est une constante, c'est juste un terme. Alors, qu'est-ce que cela signifie, ceci? En fait, si je prends, dans le cas, ici, on est en fait dans le cas des formes indéterminées. Puisque ça, bêta étant positif, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc on est dans le cas 0 fois l'infini, mais on montre que x bêta exponentielle moins alpha x est égal à 0. De même, je prendrai, mais bien sûr ici, comme je travaille avec moins l'infini, je prends la valeur absolue, pour m'assurer que j'ai une puissance réelle d'un nombre positif. Valeur absolue de x à la puissance bêta exponentielle alpha x va être égale à 0. Limite de x à la puissance moins bêta log à la puissance gamma de x va être égale à 0. Et bien sûr, comme je considère des logarithmes, je vais dire en 0 plus, parce qu'en 0 moins, ça n'a pas de sens. Limite de x bêta log gamma de x va être égale à 0. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont des propositions qu'on peut démontrer, si vous voulez, à l'aide de la notion de limite. Autrement, on a, vous voyez, x bêta est égal, que multiplie exponentielle moins alpha x qui tend vers 0. Le fait de multiplier par exponentielle moins alpha x, en fait, c'est comme si on avait divisé par exponentielle alpha x. X bêta sur exponentielle alpha x tend vers 0. Cela signifie tout simplement que x à la puissance bêta va être un petit taux de exponentielle alpha x. Alors, la seule précaution que je prends, c'est bêta positif et alpha positif. Et bien sûr, de même pour l'autre, au lieu de prendre ici x, puisqu'on s'intéresse en plus l'infini, donc ici on aurait dû dire en plus l'infini, alors on a le même résultat en moins l'infini, sauf que au lieu de travailler avec x, on aura module de x, valeur absolue de x à la puissance moins bêta, va donc, exponentielle alpha x va être un petit taux de module de x à la puissance moins bêta. Il faut faire attention que alpha étant positif, cette quantité tend vers l'infini. Donc en moins l'infini, en plus l'infini, x bêta est un petit taux d'exponentielle alpha x, exponentielle alpha x est un petit taux de exponentielle moins bêta. Même chose, de la même manière, les limites précédemment calculées me permettent donc d'obtenir log gamma de x à la puissance gamma, de x est un petit taux de x à la puissance bêta en plus l'infini. C'est aussi un petit taux de x à la puissance moins bêta au voisinage de 0. Ici, bien sûr, 0 plus, ça s'entend. D'accord? Équivalence classique. Si f est dérivable en 0, on verra la définition de dérivabilité, mais je sais que vous savez ce que c'est que continu et dérivable. Alors, c'est des choses qui sont très très simples. Si f de 0 égale à 0 et f' de 0 égale à 1, alors f de x est équivalent à x. Très très important pour nous. Alors, ça nous permettra de... Et bien sûr, maintenant, on peut aussi énoncer f de 0 égale à 0 et f' de 0 égale à alpha différent de 0. Alors, on peut dire f de x est équivalent en 0 à alpha x. Ici, on l'a écrit uniquement... On l'a écrit ici uniquement pour 1, mais grâce aux multiplications par un scalaire, on peut aussi étendre ça au cas où on a f' de 0. Mais attention, on suppose quand même que alpha est différent de 0. Donc, c'est très très important. On suppose que f' est égal à alpha. Alors, petite implication. Donc, vous voyez, sinus x, sinus 0 égale à 0. La dérivée du sinus, on sait que c'est le cosinus. Cosinus 0 égale à 1. Donc, on a
sinus x est équivalente à x. Donc vous voyez, sinus x en 0. Alors, ça signifie tout simplement quoi? Donc, une première, si vous voulez, un premier corollaire, c'est sinus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. D'accord? Donc, vous voyez ici, la limite de sinus x sur x, c'est égal à 1 quand x tend vers 0. De même, en appliquant le même résultat, tangente de 0 égale à 0. La dérivée de la tangente, vous savez que c'est 1 plus tangente au carré. Donc en 0, c'est 1. On obtiendra donc que tangente x est équivalent à x. Alors je suppose quand même que vous notez tangente tan. Alors auquel cas, sinon, alors je donnerai aussi l'autre notation, tangente de x équivalent à x. On en déduit que tangente x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Alors attention, il y a une autre notation pour la tangente, pour ceux qui ne notent pas comme ça, c'est TJ. Donc ça, c'est aussi la même chose que tangente. Donc parfois, on a tangente qui s'écrit ceci. Alors de la même manière, quand je prendrai log de 1 plus x, en 0 ça vaut 0, la dérivée c'est 1 plus x, donc c'est 1, on obtient log de 1 plus x qui est équivalent à x. Je prends la fonction exponentielle x moins 1 en 0 qui vaut 0, la dérivée c'est 1, donc j'obtiendrai que exponentielle x moins 1 est équivalent à x. Toujours à l'origine, donc de la même manière, hein, c'est les mêmes propriétés. 1 plus x à la puissance m moins 1 est équivalent à mx. 1 moins cosinus x est équivalent à x carré sur 2. On peut aussi écrire au voisinage de x égale à 1. X à la puissance m moins 1 est équivalent à mx moins 1. Log de x est équivalent à x moins 1. Alors grâce à quoi? Toutes ces propriétés, hein, en 1, qu'est-ce qu'on fait? On fait un changement de variable qui ramène le problème. Alors tout à l'heure, on avait dit petit a sur l'intervalle i, à petit b sur l'intervalle j. Donc on passe de 1 à 0 par un changement de variable. Alors ce changement de variable, c'est simple. Je prends phi de x égale x moins 1. Alors pour les polynômes maintenant, enfin, quand on a les polynômes ou des fractions rationnelles, vous savez qu'un polynôme, c'est la somme de monômes. Alors, je suppose ici que l'indice petit m, c'est l'indice du monôme du plus bas degré, et que indice n, c'est l'indice du monôme du plus haut degré. Alors, m peut être égal à 0, peut être égal à 1, ainsi de suite. n peut être... Alors, bien sûr, si je suppose que m, c'est l'indice de plus bas degré, n, c'est l'indice du plus haut degré, ça signifie que an est différent de an. Donc, on a le résultat suivant. Au voisinage de 0, p de x est équivalent au monôme de plus bas degré. Au voisinage de l'infini, de plus l'infini ou moins l'infini, hein, p de x est équivalent au monôme de plus haut degré. Donc, le monôme de plus bas degré en 0, le monôme de plus haut degré en plus ou moins l'infini. Ensuite, on a une fraction rationnelle. On sait qu'une fraction rationnelle, c'est un numérateur sur un dénominateur. Donc, c'est un polynôme qui a un monôme de plus bas degré, un monôme de plus haut degré. La même chose pour le dénominateur, il a un monôme de plus bas degré, un monôme de plus haut degré. Au voisinage de 0, f de x va être équivalent à quoi? Je prends le monôme de plus bas degré ici, je prends le monôme de plus bas degré ici, et je fais le quotient tout simplement. Même chose en l'infini, je prends le monôme de plus haut degré ici, je prends le monôme de plus bas degré ici, et j'obtiens l'équivalent d'une fraction rationnelle. Ainsi, on a terminé cette leçon sur les comparaisons locales. Pour plus d'informations, pour plus de renseignements, veuillez vous connecter sur le site de Netuno et cliquez sur Mednet Project. Merci.